Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce n'est un secret pour personne. Nous savons tous que le monde de la politique est un cloaque. Un milieu malfamé, interlope, où se côtoient les grands fauves et les charognards, et qu'il est admis, comme politiquement correct, de faire un usage immodéré du mensonge et surtout de l'hypocrisie. Ce n'est pas pour rien que les politiciens usent de façades vertueuses et de discours lénifiants. Ce n'est pas pour rien. Rares, très rares sont les politiciens qui sont portés au pouvoir par leur probité, par leur engagement, par leur dévouement. Presque tous, si l'on accepte les rares exceptions qui confirment la règle, sont des embusqués et qui sont passés maîtres pour ce qui est de cueillir les fruits qu'ont obtenus les autres, à force de travail, de mobilisation, de sacrifice, d'abnégation. Mais les politiciens savent que s'ils sont presque tous coulés dans ce même moule de la sournoiserie et s'ils sont tous des adeptes du poignard courbe, s'ils sont tous ou presque tous de redoutables hypocrites, enrobés de bonnes manières et dégoulinant de formules siripeuses, ils ont néanmoins besoin de recourir au mérite, à l'imagination, à l'intelligence, à la compétence, à l'effort, à l'efficience, au savoir-faire, à l'excellence, à l'intégrité, à la droiture. Et c'est bien pour cela qu'ils s'entourent dans le monde entier, dans ces pays développés qui savent ce que efficacité veut dire. C'est bien pour ça qu'ils s'entourent de gens qui sont dans ces dispositions vertueuses. Ils s'en servent pour faire avancer leurs pays respectifs et faire en sorte que les institutions dont ils ont pris le contrôle soient performantes, à la mesure de leur mission. Et c'est bien pour cela que les pays occidentaux sont érigés en système méritocrate, alors même qu'ils sont dirigés par de grands fauves. Si l'accès aux sphères centrales du pouvoir nécessite bien souvent de recourir à la ruse, au mensonge, à l'argent et à de nombreux autres travers, il n'en dispense pas moins ceux qui ont réussi à se hisser à ces charges, de se montrer aussi efficaces dans la gestion des affaires publiques qu'ils ont réussi à accaparer le pouvoir. Et c'est bien pour cela que leur premier souci est de s'entourer des meilleurs, des plus performants, des plus intègres. Leur survie politique en dépend. Mais rien de tel en Algérie, malheureusement. Si les gens qui ont réussi à voler le pouvoir par la violence et la subversion, par la fraude électorale, par la tromperie, et à le garder avec les mêmes méthodes, et ils n'ont rien à envier aux pires politiciens occidentaux pour ce qui est du mensonge, du poignard courbe et des pires turpitudes qu'ils puissent s'imaginer. Mais ils ne se distinguent que par le mal. Ils sont viscéralement dans l'incapacité de faire du bien, d'être efficaces, même par le truchement des autres. Ils sont tellement emplis de certitude qu'ils ont réellement fini par croire à leurs propres mensonges. Ils croient réellement qu'ils sont une chance pour le pays qu'ils pressurent et qu'ils ravagent. Et plutôt que de déléguer, de recourir à de vraies compétences et de s'insérer dans un système relativement vertueux qui puisse leur permettre de continuer à garder le pouvoir, mais sans ruiner le pays. En fait, ils font juste le contraire, puisqu'ils ne s'entourent
que d'incompétence, d'opportunistes, de stupidité et de gens tellement négatifs, tellement voraces, tellement nuisibles qu'ils en finissent par devenir contre-productifs pour ceux-là même qui les ont choisis. Et s'il arrive, par on ne sait quelle exception, qu'une compétence puisse malgré tout émerger dans cette logique médiocrate, dans cette logique mafiocrate, elle n'en sera qu'éphémère parce que le système dans lequel elle évolue ne peut s'en accommoder. Elle le gripperait. Et voilà pourquoi, malgré les fortunes colossales qui sont tombées dans le giron de ce régime, le pays ne fait que reculer, et reculer encore. Et c'est aussi pourquoi la société vertueuse, sobre et méritante qu'a été la société algérienne s'est transformée en jungle où seuls les fauves et les charognards peuvent survivre. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوطة في الظهر في يده شعار. المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا وحاضرة، إشارة والباطل ما عليه نور، والباطل ما عليه نور. يا العاملين فينا زكارة لا حالي دوم يا الشعب تحضر يا سيدي. Algérie, mobilisation des alliés du régime contre le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Sanhaja Akrouf, militante politique ACDA. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci à vous. Saïd Aknin, qui nous revient après une si longue absence. Saïd, qui était un peu la coqueluche de cette émission et qui est aujourd'hui avec nous. Marhaba bik, Saïd. Merci beaucoup, Jamaldine, pour l'invitation. Je salue Sanhaja et Fatah, ainsi que les téléspectateurs. Je ne suis pas là que la coqueluche. On fait un duo. D'un grand frère et de son petit frère. Merci beaucoup. Et Fatah Titouche, en effet, qui est avec nous. Fatah Titouche, militant politique, analyste politique. Fatah, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonjour à Saïd et à Sanhaja. Merci beaucoup. Alors, donc, le titre, mobilisation des alliés du régime contre le Hirak, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres choses qui sont en train d'être mises en place pour empêcher probablement le retour du Hirak, pour semer la zizanie au sein des manifestants, des révolutionnaires, d'agiter les épouvantails de la peur, des ennemis extérieurs, intérieurs, au point où M. Gaïd Salah n'en finit plus de squatter le journal télévisé. Et au point où monsieur le porte-parole du gouvernement, néanmoins ministre de la presse, monsieur Belheimer, a fait des déclarations que Chaban va nous lire tout à l'heure, et quelques extraits absolument incroyables. On se croirait revenu aux années de plomb des premières années de l'indépendance. D'ailleurs, est-ce qu'elles sont prêtes, Chaban, ces déclarations? Chaban?
D'accord. Alors, nous allons d'abord revenir au deuxième sujet, celui de la réception par M. Tebboune des partis politiques, de certains partis politiques, qui, sortis de l'entrevue, ont fait des déclarations et d'autres, où on nous parle d'élections législatives auxquelles ils ont été déjà conviés. Ils nous ont même annoncé que M. Tebboune s'apprête à dissoudre le Parlement, peut-être pour le 18, c'est-à-dire 4 jours avant la reprise du Hirak. Et parmi ces partis, le plus étonnant, celui qui a accepté d'être reçu par Tebboune et de discuter avec lui, celui qui a étonné un peu tout le monde, c'est le FFS. Tout le monde a bien compris que le parti de Gilles Jadid ou de Islah ou de M. Mokri ou de M. Bel'id, à la limite, j'étais un tant soit peu déjà dans le giron du régime, mais le FFS, jusque-là, gardait certaines distances, une certaine réserve. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont allés au charbon, si on peut dire ça comme ça. Saïd Aknin, sur ce sujet, vous, l'ancien du FFS, vous qui avez côtoyé sa direction, ses leaders. D'abord, je salue encore une fois mes frères et mes sœurs algériennes et algériens et ceux qui nous écoutent. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire les raisons pour lesquelles je n'étais pas sur le plateau. Je leur dis une chose, que quel que soit là où je serai, l'Algérie, elle battra toujours dans mon cœur et que je la porterai dans mon cœur, sincèrement, et avec tout le peuple algérien, que je défendu et je continuerai à défendre bien avant le 22 février, que je dirais le peuple algérien est un grand peuple, il a montré peu de choses, il montrera des choses extraordinaires à l'avenir. Je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Le Front des Forces Socialistes est un grand parti, fondé par un grand homme, qui a payé de grands sacrifices. Le Front des Forces Socialistes est une école de formation politique, qui nous a appris le devoir de lucidité, le devoir de vérité, le devoir de pédagogie, et le devoir de rendre des comptes. Front des Forces Socialistes est un capital historique de combat. Aujourd'hui, je suis heureux quand j'entends tout le peuple algérien porter les revendications qui, à la base, il n'y avait que le FFS qui en parlait, et d'autres partis, bien sûr. L'Assemblée constituante, Daoula Madaniya, l'état civil, la primauté du politique sur le militaire, la révolution pacifique. Nous avons vu cette intervention de Feu Aït Ahmed en 2002 sur une chaîne de télé où il parlait que le peuple algérien allait sortir d'une façon pacifique pour reprendre ces espaces et pour l'autodétermination du peuple algérien. Je ne suis pas porte-parole du Front des Forces Socialistes, mais il y a une chose, dans toutes les structures, il y a les appareils, il y a les dynamiques populaires. Aujourd'hui, il y a une ligne de rupture radicale entre le pouvoir et le peuple algérien. Et Ahmed disait que le dialogue avec le pouvoir, c'est le dialogue du loup avec sa queue. Comment faire confiance aujourd'hui à ce pouvoir? C'est faire confiance à un loup dans un poulailler. Il y a un peuple qui est là, qui lutte, qui porte une révolution. Cette révolution, elle est pacifique. Il est vrai que dans le passé, la traite de la mangeoire, elle aveugle. Et cet attrait de la mangeoire, elle a tellement aveuglé certains qu'ils ont transformé la radicalité politique au début au radicalisme populiste. Et aujourd'hui, ils transforment la radicalité politique que porte le peuple algérien en radicalisme infantile. Et ça, c'est une cécité. Et ça s'inscrit... Qu'est-ce que vous entendez par radicalisme infantile? Ce n'est pas le cas du FFS. Ce n'est pas du radicalisme du tout, puisqu'il est un peu dans une dynamique, j'allais dire, de paix séparée. Hein. Si on voit
tout le contexte qui bouillonne de tout un peuple qui revendique sa liberté, qui revendique un État de droit, qui revendique un État, une république et non pas une junte militaire, et que le FFS aille discuter avec cette même junte qui est en train réellement d'essayer de piéger le peuple et de le diviser et de le lancer dans la discorde, on ne peut pas dire que c'est un relativisme infantiliste, ni le radicalisme de quelque sorte qu'il soit. Oui, mais en fait, ce que je dis, Oui. en lisant une interview ce matin, on avait transformé cette interview dans un journal. On transforme la radicalité politique du peuple algérien pour la diminuer de son importance. On l'a transformée en radicalisme infantile. Et là, je suis là à dire que le Aït Ahmed, paix à son âme, nous a appris que notre camp est dans la société. Que notre camp, aujourd'hui, il y a un peuple qui lutte, soit on se met du côté du peuple ou on se met du côté du régime. Soit on se met à accompagner le peuple ou on se met à accompagner le régime. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Simplement, il y a un appareil. Cet appareil est complètement coupé de la base sociale parce que la base sociale du Front des forces socialistes. L'appareil, vous voulez dire la direction du FFS? L'administration. D'accord. L'administration, parce que quand on dit direction, ça veut dire diriger. C'est de lui donner encore une importance beaucoup plus importante qu'il en faut. Je préfère parler d'administration, celle qui consiste à enregistrer, faire un certain nombre d'ajustements par-ci, par-là. La base sociale, et négocier avec le pouvoir aussi. La base sociale du Front des forces socialistes, elle est dans cette ligne radicale avec le système. Et ce système, effectivement, qui est dans une stratégie des 4D. La dévitalisation, la déviation, la division pour la destruction. Là, le peuple algérien, en entier, répond avec les 4C. La constance, le combat, le courage et la cohésion. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le peuple algérien. Et le peuple algérien, il a amorcé cette dynamique révolutionnaire. Et pour ce qui est du FFS, et après je passerai à Fatih, pour ce qui est du FFS, cette base militante du FFS, dont personne ne pourra dire du mal, une base qui s'est toujours distinguée par sa discipline, par son militantisme, par sa haute tenue politique, par sa grande conscience et sa grande lucidité politique. Est-ce qu'elle va continuer à rester dans la discipline inconditionnelle, à ne pas contester ce qui vient de se passer? Je viens de faire un tour sur les réseaux sociaux. C'est en effervescence. Beaucoup m'ont écrit. C'est réellement. Beaucoup m'ont écrit. Tout à l'heure, j'avais rencontré Dali, un militant que j'ai connu quand j'étais très petit à la place de la République. Et son père est un ancien 63. J'avais dit, vous voyez, Daï, le FFS a été dialogué. Il était en larmes et il m'a répondu. Non, 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 le FFS n'a pas été dialogué. Le FFS, c'est moi, c'est toi, c'est le peuple algérien. C'est façon de vous dire aujourd'hui. C'est vrai que comme ça, là, dans les périphéries, on peut parfois trouver des tentatives de rentrer dans une situation afin d'avoir parfois des privilèges individuels. S'il y a un procès à faire aujourd'hui, c'est le procès du système. C'est le système qui a créé toutes ces situations. C'est ce système qui fait parler AQMI. C'est ce système qui menace le peuple. C'est ce système qui détruit l'Algérie. C'est ce système qui a violé un jeune de 23 ans qui n'a de tort que d'exprimer le rêve d'une Algérie meilleure. S'il y a un procès à faire, c'est le procès du commandement militaire. S'il y a un procès à faire, c'est le procès du pouvoir. S'il y a un procès à faire de ceux qui ont fait que l'Algérie, aujourd'hui, analysons, rien que les données informatiques de tous les ministères ne sont pas emmagasinés en Algérie. Il n'y a pas de big data. Elles sont détenues par des puissances étrangères. Le procès du système aujourd'hui, le peuple l'a fait et c'est pour cette raison que le peuple algérien, il avait compris et il avait dit « Et je reviens à vous dans un petit moment. Fatih Titouche, la même question sur le FFS, parce que les autres partis, de toutes les façons, on va en parler aussi,
Mais je crois que le FFS, en l'occurrence, est la part royale du débat, puisque dans les réseaux sociaux, comme vient de le dire Saïd, on ne parle que du FFS. Moi, je vais être un peu moins réservé que l'ami Saïd. Je pense qu'il a bien dit qu'il y a la différence entre l'appareil et l'idéal politique. L'appareil sert l'idéal politique à partir du moment où l'appareil dessert ou est en contradiction avec l'idéal politique. Là, soit on est un opportuniste, soit on ne comprend rien du tout. Dans les deux cas, c'est problématique. Je viens de lire en fait la déclaration. J'ai demandé à Ami Saïd est-ce que c'est vraiment l'authentique sur la forme. C'est incroyable. C'est authentique. Nous l'avons pris dans leur page. Il y a des mots qui manquent, il y a des fautes de français. C'est une traduction aléatoire, hein, parce que le communiqué a été fait en arabe. Ok. Alors là, je retire tout ce que j'ai dit sur ça. Oui. Ok, parce que il y a des mots qui manquent et tout. Je croyais que c'était écrit en français. C'est une traduction aléatoire. Ouais. Sur le fond, j'ai envie de dire, il est où le fond? Il n'y a pas de fond dans ce texte. D'ailleurs, nous demandons à Chaban s'il peut nous avoir le communiqué en français mais là, originel, ce serait bien. Que ce soit une traduction. Oui, mais le sens y est, hein, c'est le sens. Le sens, là, il n'y a pas de fond dans ce texte. Et même une partie en arabe pour Fatah. Il y a 2 ou 3 phrases qu'on répète à chaque fois: libération des détenus, ouvrir le champ politique et médiatique, etc. Et on fait partie de la fête. Je pense que si Sil Hussein était vivant, il aurait été dialogué avec Tebboune, on aurait été impatient de voir la réaction de Sil Hussein et on lui aurait fait aucun procès d'intention. Pourquoi? Parce que nous connaissons en fait la stature de l'homme et nous connaissons l'intégrité de la personne et nous savons à peu près ce qu'il allait dire, qu'il allait venir et dire: je ne vais pas dialoguer avec Tebboune, je vais dialoguer avec les véritables décideurs et de toute façon, je porterai la voix du peuple. Excuse-moi, en 2012, il a été invité à dialoguer. Il avait refusé de dialoguer justement en 2012. Et on se rappelle de la déclaration où il parlait des véritables décideurs. On se rappelle aussi de la déclaration incendiaire à l'encontre de Nazar quand il avait invité à le désigner en tant que président, etc. Et tout. Mais je ne veux pas non plus réduire le FFS à la personne de Aït Hamed, parce que le FFS, c'est beaucoup d'autres militants, beaucoup d'autres cadres, Alim Sili, Allah yarhamou, et beaucoup d'autres. Énormément de compétences aujourd'hui qui agissent, etc. Et tout. Donc je m'inscris sur ce qu'a dit Ami Saïd par rapport au fait que le FFS, qu'on le veuille ou pas, a été une véritable école de formation, les syndicats autonomes, énormément de choses. Ce qu'a fait Alim Sili, par exemple, en regroupant toute opposition, beaucoup de choses ont été faites par ce parti-là, mais il ne faut pas être dans la nostalgie. Moi, je n'ai aucun problème aujourd'hui à dire que peut-être qu'il faudra s'en débarrasser, justement, et qu'on garde plutôt le fond de ce qu'a été le FFS. Ces revendications, elles sont portées par le peuple. Les appareils, il y en aura beaucoup d'autres appareils qui serviront plutôt cet idéal-là. Je pense moi, je n'ai aucune réserve. Je pense que les personnes qui sont parties dialoguer avec Tebboune se sont inscrits définitivement en trahison et en faux par rapport aux aspirations du peuple algérien. Surtout qu'il n'y a pas de fond qui justifie leur participation. À la limite, ils auraient écrit quelque chose de consistant. Ils seraient partis déposer une véritable alternative et sortir pour dire « nous sortons parce que de toute façon, nous avons posé de véritables conditions à notre dialogue », à la limite, ça aurait été louable. Non, il n'y a rien. Et puis, ces prétextes de libération des détenus... Mais personne ne leur demande de libérer les détenus. Personne ne leur demande de libérer les détenus. De se cacher derrière de tels prétextes qui sont de toute façon portés par tout le peuple. Sans autre résultat, par ailleurs. Il faut être d'un niveau primaire en politique pour croire que le régime va céder sur les libertés, c'est-à-dire libérer l'espace politique et médiatique. Oui, c'est absolument... Le régime, s'il libère l'espace médiatique et politique, il n'y a plus de raison il aurait signé sa fin. Absolument, donc, tout à fait. Comment... le véritable travail qu'il faut faire d'un vrai parti politique est la construction d'un vrai rapport de force.
Je n'ai pas à négocier avec le régime. La seule mission que j'ai est de construire un rapport de force et de doter cette force populaire de moyens, d'outils qui lui permettent de se constituer en une véritable alternative au régime. Voilà le travail d'un parti politique. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne peux pas m'empêcher d'être dans votre sens et dans celui de Saïd, même si mon rôle de journaliste ne devrait pas me le permettre. Sanhaja. Moi, ce que je constate, c'est cette contradiction dans laquelle vit le FFS, déjà depuis un moment. Hein. Il y a très peu de temps, on a entendu parler qu'il voulait négocier sur les législatives, etc. Il y a eu une pression de la base, il y a eu une déclaration honorable, il faut le dire, quand il fait des choses bien, où il s'est positionné clairement. Il ne peut pas y avoir d'élection législative avec un pouvoir qui n'est pas crédible. Et ce revirement, quelques jours après, la déclaration, elle ne remonte pas à 3 mois, elle remonte à quelques jours, où il s'est positionné clairement contre les législatives. Et après, on est dans le retour. Qu'est-ce que moi, une simple citoyenne qui ne suis pas dans le FFS, je me pose des questions. Soit cette direction, elle est réellement coupée de la base. En tout cas, nous, on a des camarades, je parle de Paris, parce que même la base, hein, il ne faut pas non plus dire partout la base. Nous, moi, de ce que je connais à Paris, les camarades avec lesquels on est sur le Harak, la priorité au Harak, la priorité à la marche du 22, et on est sur, ils sont avec nous, les camarades du FFS de Paris. Avec nous, c'est-à-dire dans avec le les sens... harakistes. Les harakistes, c'est-à-dire non à toute élection dans ces conditions. Tout à fait. Après, pour ne pas faire le débat sur le FFS toute l'émission, j'ai envie de dire ce parti, il est quand même, comme beaucoup de partis, il a été laminé. C'est ça aussi. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Parce que si on avait un vrai parti fort, représentatif, etc., je ne parle pas du FS seulement, de tous les partis, grâce à ce pouvoir ou à cause de ce pouvoir, les syndicats sont laminés, le mouvement de la jeunesse est laminé. Le jour où il y a eu le Harak, tout a été, on a mis à sac tout ce qui est expression politique organisationnelle. Et ce parti qui s'appelle le FFS, il n'est pas en dehors de ce champ politique. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas unanime. Il y a des divergences entre la base qui veut vraiment être en phase des gens avec lesquels il milite sur le terrain et la direction qui défend je le dis, la direction qui défend des postes. Je ne sais pas combien c'est payé, d'ailleurs, un député, c'est 30 000 dinars. Enfin, je ne sais pas combien. Hein. En tout cas, on est dans certains... Et ce n'est pas les seuls. Hein. On est dans quelque chose comme ici, certains partis qui vont négocier avec le diable pour qu'on garde, je parle des partis français, pour garder la subvention, pour que le parti ne parte pas. Qu'est-ce qu'un parti avec des élus, quand bien même ils verseraient une partie de leur cotisation à l'appareil, qu'est-ce que c'est sans projet politique, à part les intérêts immédiats, c'est-à-dire l'automobile ou l'appartement ou le voyagette. Voilà. Alors, nous allons écouter quelques-uns de ces gens qui ont été reçus par M. Tebboune à la sortie de la réception ou de la rencontre, je ne sais pas comment on peut dire, et nous revenons à la discussion. التمست من السيد الرئيس النية وأيضا القوة لحل كثير من المشاكل العالقة في المستقبل، ونتمنى أن نكونوا احنا كمجتمع سياسي، كطبقة سياسية، كمجتمع مدني، كل المواطنين نكونوا واعيين لمستقبل الجزائر، نكونوا حريصين على استقرار البلاد. كانت عندنا فرصة، تلقينا السيد رئيس الجمهورية وباركنا له عودته الميمونة سالما معافى إلى أرض الوطن. حملنا هموم المواطنين وانشغالاتهم اللي تأثروا بجائحة كورونا وفقدان مناصب الشغل وغيرها، وتكلمنا على إجراءات عاجلة من أجل أشياء اللي ترجع لهم الطمأنينة والراحة. تكلمنا على مناسبة الحراك وكيفاش تكون يعني
برلمان يمثل الشعب، ثم بعد ذلك حتى المجالس المحلية، وتكون انتخابات نظيفة بدون أي مشكل فيها، وننطلق بعد ذلك في عمل بناء بسم الله الرحمن الرحيم. حظيت اليوم باستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية، اللي عبرنا له في البداية عن ارتياحنا وهنيناه يعني بتهانيه ويعني تجاوز الفترة العلاجية، والحمد لله. نسأل الله عز وجل الشفاء لجميع المرضى والمصابين. وبطبيعة الحال استمعنا في البداية لرؤية وعرض السيد رئيس الجمهورية بخصوص يعني الأوضاع العامة في البلاد، سواء تعلق بالملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. والواقع وجدنا يعني إلمام كبير بكل الملفات. الأمين الوطني الأول السيد يوسف أوشيش، وعضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية السيد حكيم بالحسلة. سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائرية والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود. من بين هذه التدابير المستعجلة إطلاق سراح معتقلي الرأي، فتح المجالين السياسي والإعلامي، ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية الفردية منها والجماعية، وأيضا حماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين الجمعويين والنقابيين. أعربنا للسيد الرئيس عن قناعتنا بأنه وحده الحوار السياسي الجاد المسؤول والشفاف الرامي لبناء إجماع وطني سيسمح بتقوية الجبهة الداخلية لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب الجزائري، وكذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية الاجتماعية والمالية الكبيرة الماثلة أمامنا. وفي هذا الإطار عرضنا الخطوط العريضة لمبادرتنا السياسية المتمثلة في تنظيم اتفاقية وطنية التي ترمي إلى جمع كافة القوى السياسية، القوى الحية للأمة، بغية إرساء القواعد الأخلاقية والسياسية لإرساء. اليوم مع السيد رئيس الجمهورية وحمدنا له السلامة يعني على رجوعه إن شاء الله يعني بالعافية للبلد يعني. كذلك يعني استمعنا لما طرحه علينا في ما يتعلق بواقع البلد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية يعني، وعبرنا له كذلك عن وجهة نظرنا فيما يخدم مصلحة البلد، فيما يساعد على تحقيق الاستقرار، فيما يجعل مستقبل الجزائر إن شاء الله يعني آمن يعني، بما يجعل الجزائريين إن شاء الله يعني يعيشون في هناء وفي معيشة يعني طيبة وفي كرامة يعني. عبرنا له على آرائنا وآراء كذلك يعني شركائنا السياسيين الذين نتعاون معهم جميعا ضمن ما نسميه نحن بالمشروع الوطني الجامع يعني. تحدثنا عن المخاطر كذلك التي تهدد البلد، مخاطر الخارجية التي تهدد البلد يعني، وعبرنا له يعني بكل قوة وبكل وضوح على وقوفنا يعني صف واحد. Saïd, voilà les gens qui ont été reçus. D'abord la question, pourquoi avoir choisi ces partis? D'habitude, ils choisissent le RND, le FLN. Pourquoi est-ce que c'est trop flagrant? Il faut un peu faire semblant d'aller puiser dans la vérité, pour parler franchement. Ces partis ne sont pas des partis d'opposition. Ce ne sont pas des partis du Hirak. Ou le peu qu'il y a parmi eux qui a à un certain moment laissé penser qu'ils étaient Hirak, finalement c'était que des leurs. Mais pourquoi avoir choisi ces partis politiques? Vous savez, tous ils ont dit pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui change de l'un à l'autre, si ce n'est de surcroît représenter un courant de pensée dans la société? Mais tout ça est artificiel. Est-ce qu'il représente un courant de pensée dans la société? D'une façon artificielle, c'est-à-dire il y a une construction d'une certaine réalité qui n'est pas, c'est une réalité médiatique qui n'est pas en osmose avec la réalité sociale.
Ce système, en fait, il vit dans les années 30. Et dans les années 30, il a une boîte à outils, avec les outils des années 30. Et il nous sort les mêmes outils des années 30. Ils ne savent pas que le peuple algérien, il est en avance. Le peuple algérien, il est dans le temps moderne, il est dans le temps nouveau, il est dans le temps de 2022. Alors que eux, par exemple, au-delà du fait qu'ils nous sortent, d'abord, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est une semaine du 22? Parce que le système, il panique. Ils ont peur. Ils sont là. Un ancien détenu, tout à l'heure, m'avait appelé. Il était interpellé à Alger la semaine dernière. Et le commissaire en personne, il lui disait, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Alger? Oui, mais la situation, elle est chaotique. Pourquoi vous venez? Ainsi de suite. Là, pour vous dire qu'ils ont peur. Et comme ils ont peur, ils nous sortent les vieilles recettes. Premier des éléments des recettes qui nous sort, pour rester dans ce que j'avais dit tout à l'heure, la dévitalisation, la déviation, la division et la destruction. La dévitalisation, ils croient qu'en appelant toutes ces personnes que pour eux artificiellement représentent la société, ils allaient dévitaliser, enlever la vie à notre dynamique révolutionnaire. Ils croient que les appelons aujourd'hui à une semaine de ce 22, les deux à la fois, parce qu'ils ne vont pas non plus ôter le sourire de notre révolution. Cette révolution dit sourire, le sourire nous appartient, on ne va pas leur laisser le sourire. Il nous appartient notre sourire. Donc la déviation. Pourquoi la déviation? Ils veulent créer un système de déviation, de nous intéresser à tout ce théâtre, et on va oublier l'essentiel, celui de nous préparer pour le 21 à Paris, le 21 au Canada et le 22 en Algérie. Le peuple algérien, c'est pas moi qui va dire qu'il va sortir. Et le 16 à Kharrata. Le 16 à Kharrata, le 17, et les étudiants. Le 17 à Khenchela, les étudiants vont... Moi, je fais confiance au peuple algérien. Je fais confiance, je ne fais pas d'appel pour sortir ou quoi que ce soit. Moi, ce que je sais, à Paris, le 21, je serai là. À Paris, le 22, je serai là. Je serai tout seul. Je portais d'ailleurs les Algériennes et les Algériens pendant une semaine, avant même d'une semaine. Chacun de nous peut sortir avec le drapeau algérien. C'est la silmia, drapeau algérien. Je vais aller travailler, je mets le drapeau algérien. Ils ne peuvent pas me ramener en prison si je mets le drapeau algérien. Si je suis étudiant, je rentre à la fac avec le drapeau algérien. Si je sors dans la rue, donc le peuple algérien, il peut la faire dans tous les coins d'Algérie. La troisième des choses qu'ils essaient de faire, diviser les Algériens. Diviser les Algériens avec les faux débats, les fausses discussions que vont engager actuellement ce genre de diversion qu'ils sont en train de nous créer. Parce qu'il y a certains qui vont rentrer pour nous dire Ben Grina, il a dit ceci. D'autres, ils vont dire telle personne, il a dit cela, tel responsable, c'est-à-dire ce qui sépare la société comme appartenance. Il y a certains démocrates, laïcs, ainsi de suite. Tout ce ils vont essayer de diviser. Pourquoi? C'est pour détruire notre dynamique révolutionnaire, parce qu'ils ont peur, parce qu'elle va changer les choses. Et le peuple algérien, il n'est pas dans une... Il a disqualifié toutes les initiatives du système. Il a disqualifié la présidentielle. Il a leur présidentielle. Il a disqualifié leur constitution. Et d'ailleurs, quand certains, ils ont commencé à nous dire le fait qu'ils ont annoncé 13% de participation, ils n'ont pas fraudé, c'est parce que... C'est pas 13, c'est 23 ou 27. Participation référendum. Ah oui. Le référendum. Si, c'est 23. 23, le fait qu'ils ont donné ce chiffre très bas, ils n'ont pas bourré les urnes, ainsi de suite, c'est un bon signe. Il y a un des politiques là qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. D'ailleurs, Sofiane Djellali, nous allons l'écouter sur ça. C'est lui qui l'a dit. Pourquoi? Moi, à cet instant-là, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, il est en train de nous préparer pour participer aux législatives en disant, mais attention, cette fois-ci, elles vont être propres et ça vient de se confirmer. Et la première phrase qu'ils ont dit, c'était, cette fois-ci, il y aura des élections législatives propres, honnêtes. Mais le peuple algérien, est-ce qu'il est dans l'agenda d'une élection? Le peuple algérien, il veut construire l'Algérie. Le peuple algérien, il veut réaliser le rêve de Nakish,
qui est celui d'une Algérie heureuse, d'une Algérie prospère. Et le système de l'autre côté, qu'est-ce qu'il répond? Après avoir violé l'indépendance, après avoir violé le drapeau, après avoir violé les finances, après avoir violé les richesses, après avoir violé l'histoire, après avoir violé la mémoire, au temps du corona, au temps de la paix, un peuple, un jeune de 23 ans, quand je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Il sort dans la paix. Il n'est pas là pour casser, il n'est pas là pour insulter, il n'est pas là. Tu le ramènes en prison et tu le violes. Et on va me dire que je vais dialoguer avec un pouvoir qui viole mes frères et mes sœurs. Et on va me dire que je vais dialoguer avec un pouvoir au temps du corona qui a profité du corona pour mettre en prison des jeunes, pour mettre en prison des Algériens, pour se venger du peuple. Mais ça, c'est des hydres froids. Ça, c'est des monstres. On ne dialogue pas avec les monstres. Il y a de quoi être en colère, en effet. Fateh, nous allons écouter M. Sofiane Djilali, puis je reviens à vous. M. Sofiane Djilali. برلمان يمثل الشعب ثم بعد ذلك حتى المجالس المحلية كانت فرصة باش نتكلموا مع السيد الرئيس حول عدد كبير جدا من الملفات. نظن هذه مرحلة مهمة لتدخل في إطار حوار سياسي. تكلمنا بطبيعة الحال حول الانتخابات التشريعية والتحضير لها وحول قانون الانتخابات، وكذلك تطرقنا إلى عدد من الملفات اللي تهم الجزائري لقضايا يومية حول البيروقراطية، مشكل التعامل مع الإدارة، مشكل الاستثمار في الجزائر، الاستثمار تاع الشباب، يعني الأشياء اللي عندها علاقة مباشرة مع المعيشة اليومية للجزائري للمواطن اللي يحتاج إلى الشغل، السكن، التطور إلى آخره. فلازم بسرعة نخرج يعني من ترتيب الأمور السياسية ويكون حقيقة برلمان يمثل الشعب، ثم بعد ذلك حتى المجالس المحلية، وتكون انتخابات نظيفة بدون أي مشكل فيها، وننطلق بعد ذلك في عام. Fateh Titouche, ils auraient choisi des partis qui, à la limite, représenteraient vraiment le Hirak. Je vais te donner un exemple. Je vais citer quelqu'un qui n'est plus là pour ne pas semer l'Akhdar Bourga, par exemple. Ils auraient choisi un Bourga qui était une vraie présence morale du Hirak. On aurait à la limite compris qu'ils veulent provoquer des paix séparées, des initiatives de paix séparées pour essayer de diviser le Hirak. Mais là, les partis qu'ils ont choisis, je ne veux pas être méchant, mais même s'ils se mettaient tous ensemble pour faire une marche à Alger, peut-être qu'il n'y aurait pas 10 000 personnes. Pourquoi, à quoi sert ce genre d'initiative? Je rejoins parfaitement, parce que moi je ne pense pas du tout qu'ils ont choisi ces partis pour diviser le Hirak. Je pense qu'ils sont dans une espèce de routine du régime. C'est un recrutement de la fonction tribunicienne. Ils ont toujours fait ça. Ils ont un parlement qu'ils ont vidé de toute prérogative. Il faut le savoir que le Parlement algérien n'a pas de prérogative, quasiment pas de prérogative. Tout est concentré dans les mains du président, dans l'institution de la présidence. Donc, qui est lui-même voilà. Une façade du vrai pouvoir. Lui-même est une façade du vrai pouvoir. Donc quand on concentre les pouvoirs quelque part, on a plus la main dessus que quand il est séparé, quand il est réparti dans plusieurs institutions. Donc c'est pourquoi ils l'ont concentré dans l'institution de la présidence. Maintenant, ils ont besoin d'une fonction tribunicienne, c'est-à-dire de personnes qui vont être dans le Parlement pour jouer tantôt l'islamiste, tantôt le laïque, tantôt l'opposant au régime. C'est vrai que c'est un certain dosage. Hein. Donc du coup, ils ont besoin de ça. Ouais. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de renouveler un peu. Ça ne m'étonnerait pas si demain je vais voir Massar Jadid, le nouveau RND. Enfin, c'est une espèce de groupuscule dirigé par le RND. Donc voilà, ils sont dans quelque chose de très routinier. Hein. Je pense qu'ils veulent aller dans une élection législative. Par contre, je voudrais bien répondre à M. Djilali. Je ne sais pas s'il prend les Algériens pour des cons ou que lui-même peut-être ignore des bases
quand il dit que parce qu'il y a eu 23% que les élections libres seront transparentes, ben nous, en tout cas, nous, on n'est pas à son niveau. Nous, on dit que les élections sont transparentes quand il y a les conditions de transparence. Les conditions de transparence, c'est la loi électorale. Les conditions de transparence, c'est une commission indépendante de surveillance des élections. Les conditions de transparence, c'est au préalable, quelques mois avant l'annonce d'une quelconque élection, la libération des espaces médiatiques, mais pas par un décret présidentiel, par la mise en place de mécanismes qui libèrent réellement les médias. Ce n'est pas parce que Tebboune a décidé que par téléphone à dire aux chaînes de télévision inviter tel opposant ou tel opposant. Parce que le FFS le lui a demandé. En changeant les lois pour qu'il y ait des médias indépendants qui puissent s'installer en Algérie et inviter qui ils veulent. Quand on parle de la libération de l'espace politique, en changeant la loi pour que la création de partis politiques soit déclarative. Voilà les conditions réelles d'un processus électoral transparent. Et ce n'est pas parce que... Mais c'est incroyable d'entendre ça d'un responsable politique, de vous dire il y a eu 23%, donc les élections seront transparentes. Justement, en fait, quand le FFS nous dit, nous sommes allés voir le président pour lui dire de libérer le système, de permettre une vraie liberté. Voilà. Et quand M. Soufiane Gilali nous dit... Il va y avoir des conditions. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas bourré les urnes est-ce que ces gens ne savent pas que celui qu'ils ont été voir eux-mêmes pour lui demander ça a été lui-même le résultat d'une fraude électorale jamais observée dans le pays après le boycott le plus massif de l'électorat algérien depuis 1962. Est-ce qu'ils ne le savaient pas? Mais pire encore, on ne demande pas, en tant que responsable politique, on ne demande pas au président de libérer l'espace politique et médiatique. Évidemment. Combien même il le fait, on peut le lui demander en tant que conseiller du président pour lui dire, écoutez, libérez un peu l'espace médiatique et politique pour calmer un peu les esprits, comme ça vous allez vous maintenir au pouvoir. Ça, c'est un conseiller du président du régime qui peut demander ça. Quelqu'un qui veut vraiment installer un système démocratique, il sait comment ça se fait. Ça ne se fait pas par décret présidentiel, ça se fait par une construction qui va aller largement dans la société et qui va aller institutionnaliser ces libertés. Et non pas qu'elles soient juste des libertés temporairement pour faire une espèce de mise en scène d'un espace démocratique. Mais c'est des responsables politiques. C'est impardonnable de leur part. On ne peut pas leur pardonner d'être comme ça. Senhaja, pourquoi ils ont choisi ces partis? Qu'est-ce qu'ils pour essayer d'être un peu dans le sens de Saïd et de Fatah? Est-ce que c'est seulement par routine, qu'on vient de le dire, Fatah, par une sorte de réflexe inconditionné, ils ont toujours fonctionné comme ça? Ou est-ce qu'ils ont quelque chose derrière la tête à travers ces formations politiques? Est-ce qu'ils veulent vraiment obtenir quelque chose? Et si oui, quoi? Enfin, je vais peut-être dire la même chose que mes camarades. D'abord, c'est des clients. On est c'est des liens, hein, de toutes les façons. Même si Sofiane, le 23 février, était dans la rue, il avait encore le numéro de téléphone de la présidence. Il était appelé, donc ça, c'est la réalité. Donc, et les autres, c'est la même chose. Juste une petite remarque, c'est que vous avez remarqué, c'est le même décor en fait. Ce qui change, c'est même pas le discours, c'est la couleur des cravates et de la chemise. Donc ils les ont même dit, je fais une étude de l'image, derrière une porte fermée. Donc il n'y a même pas une porte ouverte pour donner de l'espoir, une porte fermée, c'est la couleur des cravates. Et donc c'est la même chose, donc c'est des clients, pour moi c'est des clients, ils ont un lien avec eux, ils savent sur quoi ils vont, avec quoi et sur quoi ils vont surfer. Par contre, moi j'ai envie de revenir sur le dialogue, et ça ne peut pas être possible. Mais j'ai envie de parler, comme j'ai l'habitude de parler ici, je ne parle pas aux politiques, moi, ceux qui sont convaincus et qui vont sortir le 21, le 19, le 22, ils le savent. Mais je m'adresse souvent aux gens qui sont hésitants.
qui sont hésitants pour plusieurs raisons. Certains parce qu'ils ont peur du corona, آخرين يقول لك on veut pas تكون ليبيا والعراق في الجزائر donc لهنا اللهم رانا ناكلوا في الخبز ونشربوا في الماء. Donc moi je m'adresse à ça à ces parce qu'ils font quand même partie du peuple et quand on dit le peuple algérien refuse ça. Le peuple, c'est pas une entité متوحدة من الشرق إلى الغرب في بلاد القبائل ماهمش dans la même famille, on réfléchit pas de la même manière. في la famille تاعي عندنا الإسلاميين، عندنا اللائكيين، عندنا الملحدين، عندنا كل شيء. Donc الشعب il est à cette image et le pouvoir joue sur ça. Sur la stabilité باش ما تكونش الموت وما يكونش الدم. Ben moi j'ai envie de dire باش ما يكونش الدم باش ما يكونش باش ما يضيعش هذه البلاد لازم نبنيوها على الصح باسكو باش نبنيوها على الحاجه القديمه هي تشري نتايا دار يعطيو لك يبيعوا لك دار ويقولوا لك هيا بنت راها القطره هاي مازال في القرمود ولا ما خدمتش القرموده والقطره تولي مامت بنت راها يبقى يفو كون فاس الجذري التغيير الجذري وكون جو دي التغيير الجذري سيتادير فوندامونتال من انا ثوريه شخصيا انا لو كان نقول لكم البوفوار اللي نحبوه درك تخرجني انت سي بن شنوف من الاخر دونك جو مي مي سور لا باز دو سكي بو نوز unir un minimum de démocratie. Un minimum, quand on me dit il va libérer, on sait qu'il va pas le faire. Et pour le faire, évidemment sur les questions des prisonniers, comme l'a dit Fatah ou Saïd tout à l'heure, c'est très facile, tout le monde le demande, ça ne mange pas de pain. Et peut-être même qu'ils vont les libérer le 19 ou le 20. Ça ne m'étonne pas qu'ils le fassent, qu'ils fassent un grand truc de sortir pour casser complètement l'élan du Hirak. Mais ça ne suffit pas. Parce que الناس اللي خرجت حقيقة خرجت الناس على الكادر هذاك والهيميلياسيون وعندنا يتمسخروا بينا صديق الجيران تاعنا في تونس في المروك في افريقيا في اثيوبيا الناس قلت تضحك ça a été un truc mais en même temps الشعب il a pris conscience. Il a pris conscience, il a pris conscience. Et j'aimerais bien, je pense, c'est la deuxième partie, qu'est-ce qu'il a apporté le Hirak, on en reviendra. Parce que le Hirak, وعى الناس. Parce que le Hirak كسر البيبان وحل التواقي, etc. وهذاك اللي باربي وهذيك اللي لابسه ديكولتي ما همش فورسيمون متفقين على المجتمع بصح هضروا مع بعض في الحراك لقاو باللي انه باش تكون الجزائر متوحده لازم انا نقبلك انت يا بن شنوف عندك لحيه بيضاء ما على باليش واش ما حففتهاش ولا تاع سياسيا ولا مي يا خويا في حقك ديرها في حقك انا على دوك انا نقول لك لازم تنحيها ولا انت تقول لي دركا البسي ما تلبسيش هذا البسي تريكو طرطري ما تلبسيش هذا الكولور décolleté le plus profond de Paris. Voilà. Donc ça le Hirak nous a permis ça. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. في الجزائر مثلا كي نخرجوا في الطريق واحد بالقندوره قدامه طفله سيطع دير باينه باللي تاع ماشي كل تاع الكارتيات الاحياء الشعبيه ويهضروا مع بعض يا quelque chose qui s'est passé et ce quelque chose qui est passé jamais on peut revenir en arrière mais ce quelque chose qui est passé je vais pas accaparer la parole c'est نقول للناس باللي لهنا هذا ما يدومش ما يدوم 6 شهور ومن بعد هما مكملين اللي عندهم مريض في الدار تجيه الكحكوحه ما شكوا فيه عنده الكورونا داوه للسويس والناس اللي مرضى تاع الكورونا تاع صح قالوا لهم داوه في الدار واللي ما عندوش في الدار مات ها هو المجتمع هاي الجزائر الجديده احنا ما نحبوش هذه الجزائر بيان سور ما راش نقولوا كامل نوليو نخدموا كيف نلبسوا كل كيف وندير نو مي ان مينيموم يا دي غارونتي ثوابت انا عندي ثواب كل واحد عنده ثواب تاعو الثواب تاعي تاع انا خويا ما عنديش دراهم باش بنتي تروح تقرا في ليكول بريفي اعطيني مدرسه اللي يقراو فيها اولادي ماشي يجيو الاساتذه يديروا كراف ومن بعد يجيبوا يبيعوا القش وباش من بعد الناس يسون اوبليجي يبعثوا اولادهم للبريفي دير ناس سبيطارات انا عندي ان نوفو تكسر رحت نفيزيتيه في السبيطار السرير يرجف واش يبرى هذا الناس ما تخدم ما عندهاش الناس تجي هنايا نتاع الحكومه في وقت لي سولد نلقاوهم احنا في لافايات ايتترا الناس ما عندهاش واش تاكل ما عندناش واش تاكل وما تقولوليش ما كانش خلاص البترول وي خلاص البترول انتم اللي كليتوه والناس هذوك اللي داو دراهم هذوك اخويا حاسبوهم
ديهم للحبس وتديو لهم الكافيار في الحبس والدجاج المشوي، لا حاسبوهم يقلبوا لنا دراهم، والدراهم هذوك باش نخدموا الناس بهم. Et c'est ça l'Algérie que nous voulons, et c'est à ces gens-là que je m'adresse, parce que هذيك نتاع خاوة ما كانش. كاين الخاوة اللي يهزوا الطيارة ويروحوا يداويو في باري وفي لا سويس، وكاين الخاوة اللي في راس الشهر الكرش تاعهم تلموا من المجاعة توجعهم. Eh oui. Alors, ce régime donc ne fait pas que nous faire des entourloupes. Il fait feu de tout bois aussi, à travers par exemple son porte-parole, le gouvernement, M. Ammar Belhimer. Nous allons écouter M. Chaban nous lire quelques-unes de ses déclarations à El Assa, le soir d'Algérie, et puis nous parlerons de l'histoire de l'ACMI. Chaban. Quelques déclarations du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, dans un entretien au journal Le Soir d'Algérie, publié hier samedi 13 février 2021. Je cite, « Les résidus de l'ancien système œuvrent à faire aboutir des mots d'ordre de désobéissance civile, de troubles et de recours à la violence, escomptant à travers ces actions un retour au pouvoir. Ce magma contre-révolutionnaire rassemblant la chose et son contraire, financé et instruit par des cercles formels et informels de pouvoirs étrangers, œuvre d'arrache-pied pour faire aboutir des mots d'ordre de désobéissance civile, de troubles et de recours à la violence. Le Hirak originel du 22 février 2019 a été parasité par aussi bien ceux qui ont légitimement été ses premières cibles pour avoir férocement et intensément soutenu un 5e mandat que par des intrus, ceux qui ont pris le train en marche pour en prendre les commandes. Ils escomptent un retour aux affaires et aux commandes à l'aide de marches quotidiennes là où elles peuvent être tenues, appuyant notamment sur des mots d'ordre hostiles à l'institution militaire et aux services de sécurité. Fin de citation. Alors, avant d'en arriver à l'ACMI, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'agitation de l'épouvantail terroriste, on va y arriver. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est complètement hallucinant. Il est en train de nous dire, entre autres, que le Hirak, ce sont ceux qui ont été éjectés, la Isaba, comme ils disent eux, les Bouteflika, les Haddad, qui sont en prison. C'est étonnant de sa part. Hein. C'est incroyable. Moi, ça ne m'a jamais étonné parce que je ne le connaissais pas avant, je l'avoue, mais je l'ai vu la première fois à Toulouse, lors d'une conférence, où il y avait François Morin, un économiste, et lui. Il devait co-animer une conférence. J'avais honte de mots. François Morin avait présenté des diapos, avait préparé sa conférence. Il est arrivé, limite il disait comme il avait dit lui. Il a commencé sa conférence par dire que M. François Morin a tout dit. Donc du coup, il ne me reste pas beaucoup à dire. Et puis après, il a commencé à tenir des théories complotistes, etc. Et ça, c'était la conférence. C'était dans une conférence. Alors j'ai son livre, j'ai pris son livre, un livre truffé de théories de complot. Donc ça, on parle de 2017 à peu près, 2016, fin 2016, début 2017. Et là, récemment, donc, il a dit... Voilà, ça ne m'étonne absolument pas qu'il tienne ce genre de discours. D'autant plus que maintenant qu'il est porte-parole du pouvoir, donc et ministre de la publicité. Oui, voilà, je pense qu'ils l'ont pris aussi pour jouer ce rôle. Mais Fatah. Mais lui, je crois qu'il y croit. Hein, Fatah, puisque vous avez la parole, il y a quelques jours ou quelques temps, il avait une question qu'on lui posait sur un verdict de justice contre Drarni ou je ne sais qui. Il avait dit non, moi, en tant que professeur de droit, en tant que membre de l'exécutif, d'un pouvoir parmi les 3 autres pouvoirs, je ne peux pas me permettre d'émettre un jugement ou une quelconque idée sur une sentence rendue. Il y a une séparation des pouvoirs. Je ne peux pas me... Alors qu'il sait très bien, lui, que la justice algérienne fonctionne au téléphone. Ça veut dire qu'il n'est pas que dans cette outrance que vous êtes en train de citer. Oui, mais j'ai envie. Mais là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est une insulte à l'intelligence. Oui, après moi, j'ai envie de répondre un peu au-delà de ça, parce qu'entre nous, on sait que c'est de la théorie du complot, que ça ne tient pas un bout. Mais qui parle de cercles formels et informels, quels sont ces cercles-là? Arrêtez-les de présenter les preuves.
voilà, des gouvernements étrangers qui auraient la main mise sur des éléments en Algérie. Quel gouvernement? Qu'ils osent citer un seul gouvernement. Absolument. Qu'on sache, de qui ils il parle. n'oseraient jamais citer un seul pays. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils citent un pays, là ça devient officiel, et là ils auraient des problèmes. Ils osent citer un seul pays et arrêter de parler des forces étrangères. Quelles forces étrangères? Quel pays? De quelle nationalité sont ces forces étrangères qui ont la même mise en Algérie? Alors nous avons des ennemis. Si nous avons des ennemis, alors on doit informer le peuple algérien qu'on a des ennemis qui ont la même mise sur des hommes et des politiques en Algérie et qu'on les connaisse. Donc du coup, parler comme ça dans le vague, j'ai envie de dire, voilà, qu'il aille au bout. Alors. Mais ces derniers temps, c'est devenu le monsieur théorie du complot, le monsieur bulldozer anti-Hirak. Avec son copain Ben Saada, oui. Oui, ça fait partie de la même dynamique, de la même logique. Mais à ce point, moi j'allais dire, à la limite qu'on fasse dire à M. Ben Saada ou à quelqu'un d'autre de les laisser faire le sale boulot, je comprendrais. Mais que le porte-parole du gouvernement utilise de tels termes, une telle phraséologie, une telle théorie, c'est incroyable. C'est de la continuité, ils l'ont déjà fait, ou Yahya avant lui, d'autres avant lui, c'est de la continuité. Ça ne nous change pas pour revenir à ce que disait Ami Saïd, ce n'est pas les années 30, mais peut-être les années 60, 70, avec l'ère soviétique et la propagande soviétique, c'était à peu près ça. Rien de neuf sous le soleil. Enfin, la propagande soviétique était beaucoup plus subtile. Beaucoup plus subtile, beaucoup plus travaillée. Beaucoup plus travaillée, oui, avec... Ils ont enlevé quelqu'un de la photo, ils l'effacent directement quand même. Mais voilà, c'est juste qu'il faudrait... en fait, ne pas balayer comme ça d'un revers de main et répondre et les pousser à aller au bout de leur raisonnement. Parce qu'il y aurait peut-être des Algériens qui vont dire... Moi, j'ai parlé avec des Algériens qui n'ont rien à voir avec la clientèle du régime et tout, et qui me parlaient de ça, qui me parlaient de mains étrangères, de financement... Ils ont réussi à créer... sérieux. Ils ont réussi à créer un intérêt autour de ces théories du complot. Pourquoi? Parce que, en fait, ça se base sur un fond de vérité. On sait qu'il y a des ONG, on sait qu'il y a un financement, on sait que les puissances occidentales devraient avoir des relais un peu partout, là où il y a leurs intérêts, etc. et tout. Donc, du coup, il faudrait qu'on arrive nous-mêmes aussi à aborder ces sujets pour expliquer le vrai du faux. C'est-à-dire qu'un militant des droits de l'homme qui est... une ONG, par exemple. À telle ONG, il pourrait être utilisé par cette ONG de manière indirecte, effectivement, etc. Mais la réalité du Hirak est tout autre. Et ils le savent. La réalité du Hirak est tout autre. Le Hirak, c'est pas comme disait Ben Saada, c'est les Wishah al-Ahmar, etc. C'est pas les 2-3 personnes qu'il avait ciblées à Alger qui ont fait le Hirak. C'est ces gens-là, avec tout le respect que je dois à ces gens-là, parce que c'est des militants, etc., qu'on connaît et tout, ne pouvaient pas rassembler 10 personnes. Ce n'est pas à l'origine de le Hirak, c'est surtout, moi, si je devrais avoir une image du Hirak, c'est une maman, son mari, ses enfants qui sortent. C'est une famille algérienne qui ne rêve pas, je pense, qui est inquiète sur l'avenir de leurs enfants. Je pense qu'ils sont arrivés à un point de prise de conscience que finalement, la stabilité n'est pas la continuité. On y a cru assez longtemps que la stabilité, c'est la continuité, c'est garder ce qu'il y a, mais ils avaient compris que ce qu'il y a est largement insuffisant, voire inquiétant pour leurs enfants, et que la stabilité, c'est un changement profond. Je pense que c'est ça ce qui a poussé les gens. Mais beaucoup d'Algériens rêvent d'une Algérie meilleure, tout simplement. Ce qui nous reste à faire à nous, c'est justement, comme disait Senhaja, c'est de prendre ces soucis-là du quotidien, c'est-à-dire ces questions-là sociales, justement, qui inquiètent les Algériens, ces questions d'avenir, et donner des réponses à ces questions-là et lier la question sociale à la question démocratique. Saïd, devant l'affaire. Saïd Aknin, sur cette déclaration de ce monsieur, de plus en plus outrancière, de plus en plus hallucinante.
Vous savez, à l'état normal, je n'aurais même pas écouté ni lu. Je pense que c'est de la propagande sous-développée, qui absolument, c'est de vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre. Parce que aujourd'hui, quand on parle au peuple algérien, il est vrai qu'il est cosmopolite, mais les derniers d'entre nous, il va prendre son téléphone, Google. Oui. Il va prendre concept par concept, mot à mot. Il va essayer de chercher le sens. Et comme ça, utiliser des généralités, des mots valises qui ne veulent absolument rien dire, est une preuve pour moi qu'aujourd'hui, ils paniquent. Ils ont peur. Et non seulement ils ont peur, mais ils ajoutent à cela de l'indigence intellectuelle, de l'indigence politique, de l'indigence conceptuelle. Et le troisième des choses, là, c'est pour vous donner une preuve que ce système, il est finissant. Regardez, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des figures politiques qui ont de la consistance, qui peuvent nous faire réfléchir quand ils parlent. Même si je ne partage pas ton point de vue, tu peux me faire réfléchir quand tu parles. Est-ce qu'ils ont des figures intellectuelles qui peuvent nous faire réfléchir, même si on ne partage pas leur point de vue quand ils parlent? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui une figure associative ou syndicale qui peut nous faire réfléchir et qui peut nous ramener à la raison? Pourquoi? Parce que nous, moi personnellement, je ne détiens pas la vérité absolue. S'il y a quelqu'un qui dit des choses qui sont sensées, je peux éventuellement l'écouter. J'emprunte une expression utilisée hier par mon ami Bendera. Ce système, il est à la fois voyou et clochard, avec tous les respects que je dois aux deux. Il est voyou dans quel sens? Il n'a pas de référent éthique. Il est clochard dans quel sens? Il n'a pas d'adresse morale. Et chez nous, on dit « In lam testa'i fa'al ma shi'ta wa f'qul ma shi'ta ». Analysons objectivement. Si aujourd'hui, Al-Jazair mustahdafa, ce qu'ils disent, elle est menacée, oui. Est-ce que c'est le peuple algérien qui a reçu des louis d'or? Des lingots. Des lingots d'or. Des lingots d'or. اليوم الاستهداف الجزائر, je l'avais dit je crois tout à l'heure, on n'a même pas les capacités de stocker en Algérie les informations du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances, du ministère... Voici l'istihdaf, elles sont faites à l'étranger. Quand un pays importe 17% de la production mondiale de la poudre de lait, c'est ça l'istihdaf. Quand ils ont réduit l'Algérie, qui était le grenier de l'Europe... Vous êtes sûr de ce chiffre? Je suis certain de ce chiffre. 17% de la production mondiale de lait? C'est le premier pays mondial d'importation de la poudre de lait et du lait. Et je suis certain de ce chiffre. Et j'ai eu déjà à discuter de ça quand j'ai avancé le chiffre. Il y a certains m'ont dit mais c'est beaucoup, c'est énorme. C'est affolant. Et puis par la suite, on a compris. Et ce n'est pas mieux pour le blé, pareil. Hein. On est de gros importateurs de blé. Mais on est le deuxième importateur mondial de blé. On est le deuxième importateur mondial de blé. Parce que les Algériens, on ne les gave que de pain et de lait. Oui, c'est la nourriture, l'alimentation de base de l'Algérien moyen. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ceux qui ont construit la menace pour l'Algérie, c'est ceux qui ont fait qu'on est dépendant jusqu'à aujourd'hui, que la vie de l'Algérie, c'est une perfusion au prix du gaz et du pétrole. Puis c'est pas possible, 58 ans après l'indépendance. Plus de 4 000 ou 5 000 milliards qui sont rentrés dans les caisses et on ne produit même pas les aiguilles. On importe à 70% des produits transformés. Ceux qui ont construit la menace de l'Algérie, ce sont ceux qui ont entreposé leur argent dans les banques étrangères et au moindre refus pour ces puissances, ils leur disent « mais attendez, faites attention ». Soit vous vous taisez, vous acceptez ce qu'on dit, sinon on va dire à votre peuple, voici ce que vous avez volé, on va les saisir. Ceux qui ont construit la menace pour l'Algérie,
C'est ceux qui ont pu donner les leviers de chantage à des puissances. Les 200 000 morts, c'est un levier de chantage parce qu'il y a des puissances qui savent ce qui s'est passé réellement. Les 20 000 disparus, c'est un levier de chantage dans la table des négociations mondiales. L'assassinat des moines de Tibhine, c'est un levier de chantage parce qu'ils savent ce qui s'était passé. L'assassinat de Boudiaf, c'est un levier de chantage. L'assassinat les 128 de Kabylie, les 171 de Mzab. Et tous ces dossiers, toutes ces bulles puantes-là qui traînent autour du régime, à chaque fois, ils nous brandissent, ils nous disent, mais à qui est adressé, Saïd, ce qu'il est en train de dire M. Belheimer, il sait que des gens comme vous, comme Fatah, comme Sanhaja, comme la plupart des gens qui sont dans l'Irak, il sait qu'ils ne gobent pas ça, que personne ne peut digérer. C'est destiné à qui alors? Moi, je vais vous dire une chose, pour ma part, ce n'est même pas destiné au peuple. À qui Pour ma part, c'est destiné à ses chefs, à ceux qui l'ont installé, qui l'ont mis dans cette place. Mais ces chefs savent que ce n'est pas vrai. Mais justement, c'est ça. En fait, il y a une certaine forme de surenchère, parce que dans la cour, il y a l'esprit de cour. Et dans l'esprit de cour, chacun prend... Est-ce que ça ne serait pas plutôt destiné, pour parler très franchement, est-ce que ça ne serait pas plutôt destiné aux populations les plus fragilisées, celles qui sont prises en otage par leurs potentats locaux, celles celles qui n'ont pas accès à l'information, celles qui confondent entre patrie et régime, celles qui confondent entre un président légitime élu par le peuple et un tebboune sorti de la casquette. Ça peut effectivement toucher à des proportions moindres que dans les années 70 ou 90. Certainement. Parce que à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Quand j'écoute aujourd'hui des lives que font des jeunes à Naba, Waran, Nama, Tindouf. Mais c'est incroyable de maturité, de maturité politique. Et d'ailleurs, c'est ça qui... Mais ce qui leur fait peur, justement, ce qui leur fait peur, c'est l'esprit de la Silmia. L'esprit de la Silmia, c'est au-delà de la non-violence. Parce que dans l'esprit de la Silmia, il y a de la fraternité, il y a justement la construction du rêve. Mais justement, effectivement, tu avais tout à fait raison en disant inquiétude. Mais il n'y a pas que l'inquiétude. Il y a l'inquiétude, mais il y a un espoir. Il y a l'inquiétude, mais il y a ce rêve, le rêve de libérer l'Algérie. De libérer l'Algérie des mains du colonialisme. C'était un rêve qui était devenu une réalité. Et aujourd'hui, tous les rêves sont là. Quand on dit ce n'est pas simplement la négation de ce qu'il y a, mais il y a l'espoir de voir quelque chose d'autre. Et je vais me permettre de vous interrompre parce que il y a encore un sujet que nous n'avons pas abordé qui est très important. Donc la parole à Sanhaja, je vais vous demander d'être un peu, même si on va voir un peu vous. Et puis nous allons faire le dernier tour de micro sur cette histoire d'Al-Qaïda, de l'AQMI qui demande au peuple algérien de se battre, de continuer l'Irak pour instaurer la charia islamique. Sanhaja, d'abord sur Ammar Belkhir. Rapidement, il est dans son rôle. Donc c'est même pas la peine il est dans son rôle et il défend son beefsteak. Hein. C'est tout. Il a un salaire. Il faut bien qu'il يخدم على شره كما يقولوا. Après, très rapidement sur la fibre nationaliste, enfin, en tout cas peut-être heureusement on voit pas les mêmes personnes, mais il y a des gens chez qui ça marche. نتاع البلاد نتاعنا ما يدخلوهاش منا etc. l'OTAN, إسرائيل, voilà. إسرائيل والمروك سي المروك همهم يكفيهم هما راهم في ميزيريا كحله. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais il s'ajoute et il y a des gens qui croient comme dit لوحها في 10 لا آمن واحد. C'est déjà c'est déjà ça de prix sur l'ennemi. Bien sûr. Et du coup, ça marche pour certains. الناس خاصة الناس اللي ما همش عايشين في الحراك وفي ils ont vraiment, je pense qu'ils sont sincères. Ils sont sincères وما همش باغيين باش الجزائر تتكسر etc. Ils jouent, mais il y a pas que les ماشي قاريين. أنا نسميهم بوحميدي واحد واسمه جورناليست يقول لك باللي هادوك وما يحبوش البلاد
Ahmed et voilà. Et il n'est pas le seul. Je n'ai pas envie de les citer tous parce que ça existe. Et évidemment هذوك رجل هنا ورجل الهيت voilà وقت كاش نهار يعيطوا لهم يديو دارا هذوك مش نية هذوك حسابات mais bien sûr mais il joue sur la fibre nationaliste et ça marche et c'est pour ça que اليوم باش نفهموا انا من جهه برج بعراريج الناس اللي تناضل في بلاصه اخرى راهو ماشي باش يحتلوا برج بعراريج راهو باش الناس الكل تعيش مليح باش الناس الكل تاكل الناس الكل تروح تخدم والناس الكل على بالي لا كيستيون لا بلوز امبورطون اي جي ريفيان شاك فوا باش يقريو ولادهم في امان ويداويو ولادهم في امان. سي بور سا كو حنا في الحراك نخرجوا لو 19 فيفريي نخرجوا لو 20 لو 21 لو 22 ما راناش حابسين. Alors, nous allons écouter Chaban nous parler de cette histoire de l'AQMI qui revient, qui demande au peuple algérien de sortir le Hirak pour installer la charia islamique. Et puis nous allons faire le dernier tour de micro. Chaban. Dans un communiqué rendu public par Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette organisation terroriste appelle à, je cite, parachever le Hirak afin de se débarrasser du pouvoir et d'instaurer la charia, mener à terme la révolte en Algérie. Fin de citation. Alors, mes chers amis, nous allons faire un tour de micro très dynamique, maximum 2 minutes chacun, je suis désolé. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Fatah, sur cette histoire d'AQMI. Allié objectif du régime, j'ai envie de dire, enfin, que les Algériens se sont prononcés, et c'est clair, définitif. Comme disait Ami Saïd, le pacifisme, ça va au-delà de la non-violence, c'est un état d'esprit, c'est une stratégie, c'est une lucidité, c'est une intelligence politique. Nous savons qu'avec les armes, nous savons qu'avec la violence, nous ne pouvons pas contre le régime. Nous n'allons que nous autodétruire. Donc du coup, si nous tenons tant que ça au pacifisme et au caractère non violent de nos marches, de notre combat, c'est parce que aussi nous savons que c'est le moyen le plus efficace et le plus pragmatique pour y arriver à nos fins. Quant à l'instauration d'un État islamique, etc. et tout, je pense que voilà, ils peuvent continuer à chanter. Nous aurions eu un régime, enfin un État démocratique. Ce genre de citation aurait pris une autre tournure et il y aurait eu des mesures qui ont été prises. Voilà. Je ne nie pas, pour revenir, parce que c'est lié, je ne nie pas qu'il y ait des dangers aux frontières de l'Algérie, parce que dire aussi qu'il n'y a pas de danger, ça serait un peu trop populiste et un peu ça nous décrédibiliserait. Il y a des dangers aux frontières de l'Algérie, il y a des dangers qui peuvent venir, y compris du Maroc. La politique étrangère du Maroc est très agressive ces derniers temps. Ouais, elle est très agressive ces derniers temps. Les alliances qu'a fait le Maroc posent des questions sérieuses. Et c'est pour ça que nous devons être inquiets sur la stabilité de notre pays. Et c'est pour ça que nous devons être très responsables par rapport à ce que nous voulons pour ce pays. Et le régime représenterait la plus grande menace pour notre pays, compte tenu de ces menaces qui existent à nos frontières. Saïd, sur cette histoire de l'AQMI qui revient après avoir complètement disparu des radars. Ceux qui ont parlé d'AQMI, c'est le même communiqué que j'ai lu à un certain moment, qu'ils avaient trouvé à Tizi Ouzou des missiles anti-aériens. Des missiles anti-aériens. Sol-air. Sol-air, des fusées, un arsenal, ainsi de suite. Mais effectivement, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdas. Dans la droite ligne de Cap Sigli. Boumerdas, Alger, toutes les villes d'Algérie, et ce depuis le 22 février, ont opté. Nous avons des armes de construction massive. Nous avons effectivement des sous-marins nucléaires de dignité. Nous avons effectivement des armes de 5e génération d'honneur. Nous avons même inventé des armes qui n'existent pas encore, d'amour et de patriotisme. Mais le patriotisme du peuple, non pas le patriotisme de ceux qui, s'asseyant sur une chaise, ils ont attrapé la maladie
comme à diverger à ses amis algériens. Cette maladie, le peuple ne l'a pas. Et il ne l'aura pas. Le peuple algérien, aujourd'hui, il est uni, plus que jamais, déterminé plus que jamais, dans le contrat de la Silmia. La Silmia qui est celle de l'altérité, de la fraternité, de l'union. Et ceux aujourd'hui qui nous parlent au nom du patriotisme. Le patriotisme aujourd'hui, c'est la démocratie. Le patriotisme aujourd'hui, c'est les droits de l'homme. Le patriotisme aujourd'hui, c'est les contre-pouvoirs. Le patriotisme aujourd'hui, c'est Dawla Madaniya Machi Askariya. Le patriotisme aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'utiliser comme ça du verbiage ou des mots qui n'ont aucun sens pour pouvoir essayer de tromper encore le peuple. Le peuple algérien, le 22 février, a dit une chose. On ne se fera plus avoir par ce système. On peut avoir une partie du peuple, peu de temps. On peut avoir tout le peuple, peu de temps, mais jamais tout le peuple, tout le temps. Le peuple algérien, c'est l'avenir de l'Algérie. Le peuple algérien, c'est la solution. Le peuple algérien, c'est l'espoir. Le peuple algérien, c'est l'espérance. Le peuple algérien, c'est l'amour de l'Algérie. Le peuple algérien, c'est le patriotisme. Quant à ce système, on connaît tous de quoi il est fait et c'est quoi son avenir. Sanhaja, nous allons présenter votre livre dont je tiens là la couverture. Algérie, la seconde révolution, paru aux éditions Coucou, que vous avez co-signé avec Patrick Farbiaz. On aura l'occasion d'en parler, je vous inviterai pour en parler. Avec plaisir. Mais sinon, au sujet de l'AQMI, et vous allez avoir le livre à côté de vous pour les gens. Allons-y. Non, par rapport à l'AQMI, de toutes les façons, la propagande bouroro, c'est-à-dire à un moment donné, attention, si vous sortez, c'est les islamistes qui gagnent. طلعنا لدرجة لو قعدناش في les islamistes جابوهم كاريمون من برا أكمي كاع أكمي راه دوك الناس تخاف أخويا أنا أكمي أنا وحدة من الناس ما نخرجش. Arrêtons. Les islamistes, c'est eux qui discutent avec eux. هما اللي حلوا لهم البيبان شفناهم لابسين كوستيمات بصح pour un état islamique. Donc فهموا روحكم si vous êtes pour la laïcité, abrogez le code de la famille. Et on saura comme tout va pour un état laïque, habibi. Donc c'est vous qui juste un mot par rapport, c'est pas du populisme sur la frontière, parce qu'ils jouent beaucoup cette carte, France ou Bacha, etc. Non, mais j'ai compris ton intention en fait. Mais c'est vrai que c'est kiff hein, les deux gouvernements, mais le peuple marocain. Nous, on est avec le peuple qui se fait torturer au Maroc, avec le harak de les rifins, اللي راهم متعذبين في السجون نتاع المغرب. On est un seul peuple et ce pouvoir là ils utilisent la même chose au Maroc. Je connais très bien, ils utilisent la même chose et donc nous il faut qu'on casse avec cette haine et de construire, on est un seul peuple. Pour compléter ce que tu dis, c'est Sayyid Hussein qui disait le Maghreb des peuples, otage des Maghreb des régimes. Et je me permets de vous interrompre, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Est-ce que je peux dire un dernier mot ? Très vite. Très vite. Pour le livre, les éditions, c'est un choix d'avoir édité en Algérie, alors que c'est plus facile, techniquement parlant, en France, parce que j'ai envie que les miens me lisent en premier. Très bien. Alors, Saïd, très vite, est-ce que vous confirmez que, comment s'appelle la femme du président, Hillary Clinton avait déclaré que l'AQMI avait été créée par la CIA ? Effectivement, ce matin, en fait, quand je suis réveillé, en collaboration avec le DRS en 2007. Je crois que c'était en janvier 2007. 1997, je crois. 1997. Voilà. Ce matin, quand je suis réveillé, quand j'ai lu AQMI, la première chose que j'ai fait, j'ai mis AQMI sur mon téléphone. Le premier truc qui est sorti, c'est les déclarations d'Hillary Clinton, en disant que ça a été créé par les services secrets. En 2007. En 2007, effectivement. J'ai juste envie de dire que soyons unis. Très vite, Saïd. Soyons unis. Oui. Soyons unis. Et la deuxième des choses, le 21, il y aura une marche grandiose à Paris. Soyons au rendez-vous. Midi et demi. Place de la République. Place de la République. Et merci Saïd Akni, merci Sanhaja Krouf, merci Fatih Titouche. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, b'slama.